Pourquoi partir? Quel est cet éternel qui détermine un individu à l'insécurité permanente, à l'inconnu, à la marche? Le voyage n'occasionne pourtant pas de débat sur sa définition tant ses multiples usages nous semblent communs. Et pourtant, l'aventurier qui se perd dans l'enfer amazonien, le pèlerin du Moyen-Âge, l'étudiant en quête de poésie, le cartographe infatigable, tous ces voyageurs s'accorderaient-ils à marcher d'un même mouvement? Se mettre en chemin, selon l'étymologie du voyage, au-delà de l'évidente rencontre avec l'autre, est une transformation de soi, au contraire du trajet qui n'est qu'accessoire. Quand alors peut-on parler de voyage? Pour combien de temps? Sur combien de distance? À quel moment? Prendre conscience de sa particularité en lui donnant un sens. Ce dernier est-il toujours le même? Depuis quand est-il recherché en tant que tel? Quelles sont les différences entre tourisme, aventure, exploration, pèlerinage? C'est pour répondre à toutes ces questions que je me suis décidé d'ouvrir cette chaîne. Je lis beaucoup de récits de voyage, anciens et plus rarement contemporains. Et je suis bien sûr, vous vous en doutez, un voyageur moi-même. Je me place dans un mouvement qui n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui. On prête à Rousseau la fameuse citation « Tout homme est le produit de son milieu », et je la pense vraie. Les publications du genre inondent les réseaux sociaux. C'est une nouvelle forme qui se raccroche à tous les bouleversements sociétaux du XXe et du XXIe siècle. On pourrait se demander ce qu'une nouvelle chaîne apporterait. Tout est dit, tout est montré partout. On parle du voyage en l'associant au développement personnel, à la fête, à la recherche de l'authentique. Et pourtant, je ne retrouve rien de ce qui me fascine dans les anciens récits. Et c'est ce manque que je voudrais combler par le travail modeste que je propose. Car j'ai cette peur que le tourisme de masse, et même finalement les voyages qui prétendent lutter contre, se rejoignent ensemble dans une même matrice très moderne et très proche de la vanité personnelle. Le voyageur peut tirer une gloire de son voyage, mais cette gloire ne devrait pas être factice et devrait dépasser de beaucoup le simple individu qui la porte. L'idée directrice de cette chaîne est donc de présenter un ouvrage de voyage pour chaque vidéo et d'apporter une réflexion sur le thème qu'il évoque. Quand on s'intéresse au livre des grands voyageurs, l'un des plus commentés et des plus conseillés est celui de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. En 1953, Nicolas Bouvier, journaliste, et Thierry Vernet, peintre, deux amis d'une vingtaine d'années, décident de rejoindre l'Afghanistan depuis Genève avec une Fiat Topolino, dérivant d'une ville à l'autre dans une lenteur qui prête à la description de tout ce qu'ils voient, mêlant la nature, l'histoire et la poésie à la découverte. C'est un récit d'étape classique décrivant à la manière de Marco Polo ou des voyages romantiques du XIXe siècle les différentes régions qu'il traverse, mais toujours en évitant un exotisme facile. Certains ont pu voir dans cette quête de sens qui se confond avec le questionnement intérieur de Nicolas Bouvier une révolution dans le récit de voyage. Quand on lit ce premier livre, on se laisse entraîner dans ce rapport sensible entre le monde et l'autre, dans cette recherche d'un lien qui unit chaque individu malgré les distances. Il ne reste plus qu'à s'émerveiller, à découvrir les formes et les manières qui exprimeront ces sentiments qui nous sont tous communs. Malgré leur âge, ce n'est pas une fuite, encore moins une révolte. C'est une sorte de continuité pratique des études déjà entamées par Nicolas Bouvier, qui va chercher en partant de l'Occident les idées parvenues ou venues d'Orient. Même sans chercher de grandes causes, il y a une impulsion qui ne se définit pas. Comme il le dit, un voyage se suffit à lui-même, il se passe de motifs. On perd en somme une part de volonté et d'idées déjà bien établies, et comme il le dit encore, le voyage vous fait et vous défait. Le texte de Nicolas Bouvier est très souvent décrit comme d'abord poétique, dans le sens d'une retranscription harmonieuse entre des émotions, des réflexions ressenties et le rythme des mots pour le dire. Les intuitions de détenir une nouvelle connaissance, même inexprimable, d'un bout de terre qu'il traverse, poussent le voyageur à décrire la valeur de l'infini et ne lui fait pas considérer le voyage comme une liberté. Au contraire, quand nous sommes en mouvement, nous abandonnons un cadre familier, rassurant. Nous n'avons plus d'habitude, plus de capacité à anticiper, à choisir à quel moment une chose se passera ou pas. À la base, ce récit devait être un livre du monde, comme Nicolas Bouvier et Thierry Vernet l'ont appelé, avec un texte, des peintures de Vernet, des photographies et des musiques enregistrées sur la route. Cependant, ce projet ne se réalisera pas, hormis les dessins du peintre qui parsèment tout de même le récit de Bouvier. Un récit très travaillé qui ne rappelle pas les carnets de voyage classiques, mêlant l'autobiographie aux descriptions des lieux.
Mais revenons à l'itinéraire des deux voyageurs. Le livre ne commence pas en Suisse, mais en Yougoslavie, à Bačka Palanka, puis à Belgrade, où Nicolas Bouvier rejoint son ami. Il décrit longuement une atmosphère rustique, mais comme magique, ni vraiment ancien, ni vraiment moderne. Puis partent vers Graz, Zagreb, capitale de la Croatie, puis arrivent à Prilep, où ils goûtent à une civilisation du melon, du turban, de la fleur en papier d'argent, du respect filial, de l'aubépine, de l'échalote et des vergers de prunes. C'est ensuite Alexandroupolis et Istanbul. Ici, ils cherchent à se financer. Nicolas essayant de vendre ses textes et Thierry cherchant dans toute la ville des endroits où exposer ses œuvres. Mais leurs succès sont maigres. La ville est une noix dure à casser, résume-t-il. Ensuite, ils traversent toute l'Anatolie vers le Caucase. Sungurlu, tapissé de feuilles de saule, Merzifon, Ordu, Giresun, avec ses glycines et ses grosses bonbonnes de vin ambré et de citronnade, Trébizonde, Gumuzan, Baïbourt, où il remarque que les habitants recherchent une technologie que les Européens fuient quand ils partent loin de chez eux. À Erzurum, il découvre le jeu de bar, d'origine turco-mongole, qui est une sorte de parodie de combat accompagnée d'instruments de musique traditionnels. Après, c'est Makou et le mont Ararat. Ils arrivent à Tabriz, qui les fascine. Ils vont y rester tout l'hiver. Ils se laissent envoûter par cette ville qui sera leur porte d'entrée vers la Perse. Ils s'émerveillent du luxe apporté aux choses quotidiennes, que 30 générations et quelques dynasties ont façonné. Pour passer le temps, Nicolas lit beaucoup et découvre avec l'historien René Courroucel les régions d'Asie centrale. Il s'enthousiasme par exemple de l'anecdote d'un mariage entre une infante chinoise et un khan de Russie, qui se conclut finalement aux générations suivantes, les émissaires ayant mis 15 ans pour faire l'aller-retour. Nicolas laisse un poème avant de repartir pour Mahabad. Le Javas, laissez-passer iranien en poche. Les grenades ouvertes qui saignent, sous une mince et pure couche de neige, le bleu des mosquées sous la neige, les camions rouillés sous la neige, les pintades blanches plus blanches encore, les longs murs roux, les voies perdues, qui cheminent sous la neige, et toute la ville jusqu'à l'énorme citadelle s'envole dans le ciel moucheté. C'est Zemestan, l'hiver. Les voilà donc en Perse, au Kurdistan, où Nicolas décrit des populations kurdes, loyales à Téhéran, mais acceptant mal que l'on vienne perturber leurs affaires, jusqu'à parfois se livrer à des pillages sur les routes qui traversent leur territoire. Ses premiers contacts avec la Perse sont toutefois une plongée dans le merveilleux, l'exceptionnel qui ne se confond pas avec le sens qu'on lui donne en Europe, trop utilitaire. Il écrit « Ici, il peut naître d'un oubli, d'un péché, d'une catastrophe qui, en rompant le train des habitudes, offre à la vie un champ inattendu pour déployer ses fastes sous des yeux toujours prêts à s'en réjouir. » Arrivé à Téhéran, après être passé par Mahabad et Minaret, il s'étonne du contraste entre l'hospitalité et la bienveillance dont ils sont l'objet et l'état catastrophique des affaires publiques. C'est enfin Isfahan, avec ses monuments séfévides, qui flottent sur elle comme des vêtements trop grands. Autrefois capitale d'empire, la ville est assez délabrée dans les années 50, mais conserve de magnifiques vestiges de sa beauté passée. Embellie trop vite par le Shah de Perse, Abbas Ier le Grand, sa dégradation par le temps lui semble presque humain aux yeux de Nicolas, touché par sa fragilité. Rien ne peut finalement défier la durée. C'est ensuite Shiraz, célèbre pour ses vins, où les deux amis entendent parler le plus beau persan d'Iran. C'est aussi le lieu de la sépulture d'Hafez, l'un des plus célèbres poètes iraniens, ayant vécu au XIVe siècle. Il visite Persépolis, la capitale antique de l'Empire perse, incendiée par Alexandre le Grand, et lui trouve un air d'amertume, avec ses monuments détruits et ceux qui n'étaient pas encore terminés. Le tout offrant le spectacle d'une œuvre disparue avant même d'avoir été finie. Ils dorment sur place dans les appartements de la reine Sémiramis et partent vers Sourmak, Abagou et Yazd. Une ville proche du désert que les Iraniens appellent le Grand Désert Salé, et qui abrite une forte minorité zoroastrienne. Une religion apparue au 2e millénaire avant Jésus-Christ est devenue la religion officielle de l'Empire perse. Pour cette religion, les morts ne devant pas souiller la terre, ils sont placés sur de hautes tours de pierre, les tours du silence, pour y être dévorés par des vautours. La ville abrite également le feu sacré, symbole de purification et de vérité, allumé depuis 1500 ans à Shiraz et transféré en 1940 à Yazd, sa flamme ne devant jamais s'éteindre. C'est encore Kerman, Bam, avec son immense citadelle d'adobe, un mélange d'argile et de sable, Farag, Saïdan,
Mirjawan. Ils arrivent à Quetta au Pakistan, filent vers Lascourdung, à la frontière afghane, Kandahar, Sarai et enfin Kaboul, une ville mythique. Il écrit « Lorsque le voyageur venu du sud aperçoit Kaboul, sa ceinture de peupliers, ses montagnes mauves où fume une fine couche de neige, et les cerfs-volants qui vibrent dans le ciel d'automne au-dessus du bazar, il se flatte d'être arrivé au bout du monde. Il vient au contraire d'en atteindre le centre. La capitale afghane est un endroit stratégique. Elle commande les cols de l'Hindu-Kush et ceux descendant vers les plaines de l'Indus, ce qui l'a transformée en une sorte de sas entre les cultures de l'Iran hellénistique, d'Inde, d'Asie centrale et de la Chine. Longtemps vide d'étrangers, les Afghans ne témoignent pas d'intérêt exagéré pour le visiteur, assimilant même une trop grande curiosité à quelque chose de grotesque. On le restaure, on le couche, puis on retourne à ses affaires. Nicolas tombe amoureux de la ville, décrit sa fondation par Babur, prince ouzbek ayant conquis un immense territoire en Inde, connu aussi sur le nom d'empire moghol. Il s'attarde ensuite sur la qualité de son vin, encore fabriqué dans les ambassades sur une initiative des Français. Puis, après le col de Chibrar et le Kafir Calais, ils arrivent au terme de leur voyage à la passe de Khyber, l'un des points de passage les plus importants d'Afghanistan. Toutes les armées y sont passées, depuis celle d'Alexandre le Grand jusqu'à son contrôle par les talibans. C'est l'apogée de leur voyage. Nicolas écrit « Devant cette prodigieuse enclume de terre et de rocs, le monde de l'anecdote était comme aboli. L'étendue de montagnes, le ciel clair de décembre, la tiédeur de midi, le grésillement du narguilé et jusqu'au sou qui sonnait dans ma poche, devenaient les éléments d'une pièce où j'étais venu, à travers bien des obstacles, tenir mon rôle à temps. Pérennité, transparente évidence du monde, appartenance paisible. Moi non plus, je ne sais comment dire, car pour parler comme Plotin, une tangente est un contact qu'on ne peut ni concevoir, ni formuler. Mes 10 ans de voyage n'auraient pas pu payer cela. Ce jour-là, j'aurais bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui paradoxalement est peut-être notre moteur le plus sûr. Leur quête a-t-elle eu une conclusion ? Oui et non. Leur curiosité, leur besoin de se forger dans le voyage est rassasié. Nicolas Bouvier continuera d'ailleurs seul jusqu'au Japon. Il reste cependant une vérité à peine esquissée, une mélancolie rêveuse qui laisse l'insatisfaction d'avoir été simplement traversé par des sensations uniques. Pour les retrouver, il faudra repartir. De là l'une des forces irrésistibles des grands voyageurs à ne jamais se rassasier. L'écriture n'étant pas en mesure de complètement décrire les sentiments éprouvés. Et c'est un des paradoxes qui place ce récit à la suite d'une longue tradition d'œuvres qui voudrait raconter le lointain et qui en même temps laisse place au déplacement comme finalité. Les péripéties baroques qui donnaient le plaisir d'une lecture sont le sujet principal et non plus l'ornement d'une quête plus haute ou plus noble. Au fond, ils ne savent pas quoi chercher. Ils laissent se rassembler en poussière et en fatigue la nouveauté qu'ils offrent à ceux qui voudraient les lire. Même si d'autres récits antérieurs existent et ressemblent à ceux de Bouvier, comme ceux d'Ella Maillard dont nous reparlerons, son livre a pour lui les quelques mots d'introspection d'une étrange mélancolie sans passé. Alors oui, c'est une expérience toute personnelle et l'on pourrait se demander légitimement en quoi elle serait porteuse d'une pensée plus globale. Cependant, les vérités universelles ont pour elles de pouvoir se muer en symboles que tous peuvent comprendre sans un cartel d'explication. Un mystère est inexplicable en soi, mais il ne défie pas la raison pour autant, car il se dresse à son côté, comme les multiples penchants dans une âme qui a su conserver sa vivacité. Le voyage peut faire accroître ses sens concrets et sensibles, à la condition de ne pas les étouffer par des théories que l'on se forge avant même son départ. Car la frontière est malheureusement mince entre les mots creux d'un truisme que beaucoup répètent avec le sentiment égotique de ne pas ressembler aux autres touristes et le bafouillement logique d'une révélation que l'on peine à décrire et qui nous envahit brutalement. L'abandon au voyage tel que l'a vécu Bouvier n'est finalement pas de l'utiliser pour se sauver, mais au contraire de s'abandonner au monde qu'il trouve en marchant et disparaître sans le bruit que ce dernier n'aurait voulu lui commander.